Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémorandum. En hommage à notre regrettée maman, Feu Hadja Madina Tall, qui a accompagné son cousin, son mari et ami pendant plus de 50 ans durant dans un climat de paix, de sérénité, climat qui nous a permis au demeurant de nous consacrer aux études. Elle nous a quittés. Le lundi 20 juillet 2020 avec elle disparaît un pan important de mon être et de notre histoire familiale. Elle était la synthèse d'une grande famille d'érudits où le travail bien fait était un principe fondamental. Elle symbolisait la droiture, le sens de l'honneur, l'humilité, la dignité, en un mot la grandeur humaine dans tous ses sens. Pour elle, le premier mari d'une femme c'est d'abord son travail productif. Ensuite, l'éducation de ses enfants, notamment celle des filles devrait suivre cette tradition de rigueur, exigée par notre sainte religion tout en lui procurant tous les droits que celle-ci lui a reconnus. Et enfin, très tôt elle a appris à être indépendante en créant elle-même des unités de production. C'était sa façon à elle de s'inscrire à l'entrepreneuriat féminin. Sa réussite a été telle que sa démarche a été suivie par d'autres femmes qui continuent grâce à sa perspicacité à entreprendre et donc à vivre du fruit de leur labeur en toute autonomie. Vous comprendrez alors pourquoi m'inspirant de son modèle, j'ai entrepris alors des études approfondies en entrepreneuriat, notamment en entrepreneuriat féminin, objet de ma thèse doctorale, de mes ouvrages, de mes articles scientifiques et de mes colloques. Hadja, tu demeureras notre modèle et tu resteras toujours dans nos cœurs et prions, Dieu le Tout-Puissant, l'unique, le réel, le clément et le miséricorde dans sa bonté infinie de t'accorder une place privilégiée dans son paradis Firdaous en compagnie de notre vénéneux prophète PSL. Maid comme t'appelait papa, Niati comme t'appelaient tes petits-enfants, Nen Hadja comme nous tes enfants t'appelions, nous t'aimons et t'aimerons et ce n'est qu'un au revoir, puisqu'un jour on va tous se retrouver à l'au-delà devant le Tout-Puissant. Repose en paix âme pure. Dr Néné Oumoudé Fakain. Co-coordinatrice de cet ouvrage. Professeure à l'université de Nouakchott. Coordinatrice du groupe de recherche pour l'entrepreneuriat en Afrique. Ancien ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Perspective de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. EMICHEL Hernandez, professeur agrégé, professeur des universités. Notre collègue aujourd'hui décédé, Robert Paturel, avait proposé en son temps un modèle d'entrepreneuriat à la fois simple et pédagogique. Le modèle des troisièmes comme entrepreneur, entreprise et environnement. Pour ce collègue, l'entrepreneuriat qu'il soit masculin ou féminin, qu'il ait lieu en France, aux États-Unis ou en Afrique, c'est toujours la rencontre de trois éléments. Un individu ou une petite équipe, l'entrepreneur. Les projets high-tech sont d'ailleurs, aujourd'hui, plus souvent le fait de plusieurs initiateurs, 2 ou 3 en général, que d'un seul individu tant les compétences nécessaires sont complexes, diverses et variées. Seule la complémentarité permet d'avoir la totalité de la palette de compétences nécessaires pour mener à bien de tels projets. Un projet entrepreneurial plus ou moins formalisé à l'origine, l'entreprise. Un environnement dans lequel l'action va se déployer. Ce modèle va nous servir de guide pour esquisser une réflexion sur l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui et demain en Afrique. Le premier point du modèle des troisièmes que je vais traiter est l'environnement. Et je n'utiliserai pas ce terme d'environnement, car il est aujourd'hui trop, à mon sens, connoté d'écologie. Traiter d'environnement, de nos jours, c'est traiter de développement durable, de responsabilité sociale d'entreprise, RSE, etc. Je lui préfère le terme de contexte. D'une part parce qu'il me paraît plus neutre et d'autre part parce qu'il me permet de me référer à l'approche contextualiste d'Andrew Pettigrew, 1987, et de J. Child, autrement dit à un support théorique solide. Sur le plan théorique, on peut aussi évoquer les travaux d'un économiste hétérodoxe, Hassan Zawal, 2007, sur l'homo situs et la notion de site symbolique. Ce chercheur voyait l'action économique comme située, par opposition à la vision décontextualisée de l'homo economicus. Je rappelle la formule bien connue de Lewin selon laquelle « il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie ». Comment esquisser en quelques phrases les principaux traits du contexte dans lequel vont opérer les entrepreneurs africaines, ses principales caractéristiques. J'aborderai successivement 4 points.
La première caractéristique est incontestablement le développement démographique, c'est-à-dire une population jeune en quête d'emploi. Selon l'OIA, le continent africain devrait avoir une population en âge de travailler supérieure à celle de la Chine ou de l'Inde d'ici à 2034. Cet emploi, ces jeunes ne le trouveront plus dans la fonction publique, ni dans les entreprises existantes trop peu nombreuses et insuffisamment développées. Ils seront donc amenés en grand nombre à se tourner vers l'entrepreneuriat. Plus d'entrepreneurs, cela veut dire plus de concurrence. Or, la concurrence, c'est une difficulté, mais c'est aussi un stimulant. Il va donc falloir avoir l'envie de créer, mais aussi de pérenniser, puis de développer. Il faudra au processus entrepreneurial intégrer des soucis de différenciation, d'avantages concurrentiels, de qualité de service, de création de valeur. La deuxième caractéristique forte est l'urbanisation. Pour un anthropologue comme Georges Balandier, grand connaisseur de l'Afrique, la fabrique de la Nouvelle-Afrique, c'est la ville pour le meilleur et pour le pire. Au niveau mondial, l'âge hyper-industriel se traduit par une forte polarisation autour des grandes régions urbaines et une divergence croissante avec les périphéries proches. L'Afrique n'échappera pas à ce schéma. Nos entrepreneurs africaines passent à vitesse accélérée d'une Afrique rurale à une Afrique urbaine, avec de nouvelles contraintes, mais aussi de nouvelles opportunités. La loi des démographes, dite loi du double, nous enseigne que lorsque la population d'un pays augmente de X, la population urbaine augmente de 2X, et la population vivant dans l'habitat informel de 4X à 8X. L'Afrique de demain, c'est l'Afrique des grandes villes, des mégalopoles. La troisième caractéristique liée à la précédente, à l'urbanisation, est l'évolution vers plus d'individualisme. Alain Marie a publié, il y a quelques années, 1997, un ouvrage intitulé L'Afrique des individus dans lequel il traite de cette évolution. Dans un monde rural, l'accueil d'un parent est plus facile que lorsque l'on vit en ville dans un appartement dont on ne peut pas repousser les murs pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Et il est moins coûteux de déterrer une igname de plus dans son champ pour nourrir les nouvelles bouches, que d'aller acheter de la viande et des légumes au marché ou au supermarché. C'est une évolution lente mais qui est déjà en cours et que de nombreux travaux académiques ont analysé. On citera par exemple un numéro spécial de la revue Sociologie et Société vol 39 N2 automne 2007 intitulé « Sociétés africaines en mutation, entre individualisme et communauté ». Pour Alain Marie, de 2007 sur 180, les individus modernes tendent à transformer leur communauté d'origine en un réseau sélectif, régulé par la transaction et le compromis et non plus par la seule autorité de la tradition. Et Anne Calves et Richard Marcoux, 2007 sur 13, qualifient l'individualisation à l'africaine de processus hybride, fait de compromis. Les solidarités communautaires ne sont pas remises en cause mais néanmoins, elles se recomposent, se reconfigurent. On restera tout de même toujours loin, et pendant longtemps de l'individualisme de la société occidentale en général et de la société américaine en particulier, où un auteur aussi influent qu'un Rand a pu développer avec succès une théorie de l'égoïsme rationnel. La quatrième et dernière caractéristique que j'évoquerai, ici, est la contradiction liée à la nécessaire constitution de grands ensembles économiques avec la tendance à l'éclatement de certains pays. Lorsque l'on présente l'Afrique sur le plan économique, comme allant devenir la future Chine ou la future Inde, on oublie de préciser que la Chine et l'Inde sont un seul et même pays alors que l'Afrique c'est déjà 54 pays différents avec une tendance à l'éclatement de certains, le Soudan avec le Soudan du Sud, l'Éthiopie avec l'Érythrée. De nombreux accords économiques existent déjà. Des accords monétaires comme la zone du franc CFA. De nouveaux accords se mettent en place, l'OADA par exemple en matière juridique, la ZLEC, zone de libre-échange continentale. Tout cela va faciliter les échanges commerciaux, va augmenter la taille des marchés et va donc ouvrir de nouvelles opportunités entrepreneuriales. Mais tout cela sera long et difficile, avec des avancées mais aussi des reculs. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les difficultés de l'Europe à se constituer comme un grand ensemble, à faire bloc, et pourtant le processus d'unification européenne a commencé dans les années d'après-guerre, les années 50, avec la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le deuxième point du modèle des troisièmes que j'aborderai maintenant est l'entreprise, le projet entrepreneurial.
Vers quel type de projet vont s'orienter nos entrepreneurs? Que ce soit en France ou en Afrique, il faut se méfier de ce qui est médiatisé. Il y a souvent un écart considérable entre les quelques entreprises auxquelles la presse et les divers médias consacrent de larges échos, et la réalité du terrain. De quelles entreprises parle-t-on? Avec quelles entreprises nous fait-on rêver? Avec des startups high-tech, des startups numériques, les fameux GAFA pour Google, Amazon, Facebook et Apple et leur version chinoise Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, BATX. Il faut bien être conscient que si ces entreprises sont les plus médiatisées, elles ne représentent qu'un très faible pourcentage de la réalité entrepreneuriale. Il se créerait environ 10 000 startups numériques par an dans le monde, dont 500 en France, et tous les ans en France, il se crée entre 600 et 700 000 entreprises, c'est dire l'écart. Le gros de la création correspond encore et toujours à des activités très traditionnelles. Il faudra toujours se loger, se nourrir, se vêtir, s'instruire, se soigner, etc. Divers ouvrages sont parus récemment présentant le digital comme la solution à tous les problèmes économiques et sociaux de l'Afrique. Je citerai par exemple, Le digital en Afrique de Jean-Michel Huette, 2017, ou Booming Africa, Le temps de l'Afrique digitale de Bruno Mettling, 2019, véritable plaidoyer pro-domo, l'auteur est président d'Orange Middle East et Africa. À ces ouvrages enthousiastes mais occultant une trop large part de la réalité du terrain, je préfère de beaucoup les propos plus réalistes de l'économiste malien Amou Haïdara, 2015, dans son ouvrage Les micro-entreprises en Afrique de l'Ouest ou le développement par la petite porte. Partant du fait que le tissu entrepreneurial local est constitué majoritairement de micro-entreprises, il présente un ensemble de mesures destinées à en favoriser le fonctionnement et le développement. En quelques mots, quelles sont ces mesures? Faire du capital humain un enjeu majeur du développement, autrement dit mettre l'accent sur la formation. Améliorer le climat des affaires. Ce climat est mesuré régulièrement par la Banque mondiale, avec l'indicateur Doing Business. Inciter à la formalisation des micro-entreprises, autrement dit passer du secteur informel au secteur formel. Faciliter l'accès au financement de l'activité et de l'investissement. Améliorer l'image de la micro-entreprise. Faire de l'agriculture un secteur stratégique et valoriser la petite exploitation agricole familiale. Cela permettrait aussi de ralentir l'exode rural. L'agriculture représente encore, en 2019, 60% des actifs africains. Institut Montaigne 2019. L'ouvrage d'Amou Haïdara renvoie aux travaux plus anciens de l'économiste péruvien Hernando de Soto présenté dans son ouvrage L'autre sentier, La révolution informelle dans le tiers-monde, 1994, puis dans Le mystère du capital, 2002. Dans le premier ouvrage, Le mystère du capital, il montre que si les entrepreneurs des pays en voie de développement entreprennent dans l'informel et non dans le formel, cela ne relève pas d'un choix délibéré, d'une volonté de frauder, mais de contraintes liées à la complexité de la formalité, nombre de procédures, durée de ces procédures, coût de ces procédures, etc. Il a mesuré toutes ces données pour divers cas de figure, et les résultats obtenus sont proprement hallucinants. Simplifier les procédures, c'est faciliter l'accès au secteur formel. Nos propres travaux, E.M. Hernandez, 1996, avaient d'ailleurs montré que si la formalité avait un coût, l'informalité avait aussi ses coûts directs et indirects. Dans son second ouvrage, Le coût du capital, Hernando de Soto montre comment l'accumulation capitalistique est liée au bon fonctionnement institutionnel. Seul un bon fonctionnement institutionnel permet l'accumulation du capital. Cela renvoie à la théorie des droits de propriété. Certains pays africains ont pris conscience des contraintes qui pesaient sur les micro-entreprises et freinaient leur développement, et prennent des mesures pour y remédier. Et dans les bons élèves de Doing Business, on trouve actuellement plusieurs pays africains. Le classement 2019 place 5 pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Djibouti, Kenya, Rwanda, Togo, parmi les 10 dans le monde ayant accompli le plus de réformes significatives améliorant la vie des affaires. Le digital constitue incontestablement un plus pour les entrepreneurs africains, mais il ne doit pas faire oublier tout le reste. Il ne s'agit pas ici de nier l'impact de la révolution numérique en Afrique,
mais l'arbre digital ne doit pas cacher la forêt de l'informel. Il y a Jumia, présenté comme l'Alibaba africain, Africa Market, Orange Money et M-Pesa, mais il y a aussi tout le reste du tissu économique. Troisième et dernier point, l'entrepreneur. Comment favoriser l'entrepreneuriat féminin? Traiter du contexte ou du projet entrepreneurial concerne aussi bien l'entrepreneuriat masculin que l'entrepreneuriat féminin. Voyons maintenant la place des femmes dans l'entrepreneuriat, ce qui est spécifiquement féminin. J'aborderai 3 points qui me semblent essentiels concernant l'entrepreneuriat féminin. La place des femmes dans la société. La notion de performance. Et enfin la notion d'accompagnement. D'abord, la place des femmes dans la société. Les travaux de Gert Hofstede, 1987, sur le management interculturel nous ont appris que dans certains pays, les rôles masculins-féminins étaient très tranchés alors que dans d'autres pays ils l'étaient beaucoup moins. Pour un niveau de masculinité allant de 0 à 100, le pays où le taux est le plus élevé est le Japon avec 95, suivi de l'Autriche à 79. Et les pays où l'indice est le plus bas sont les pays du nord de l'Europe. Danemark 16 centièmes, Pays-Bas 14, Norvège 8, Suède 5. Par exemple en Allemagne où le taux, 66, est beaucoup plus élevé qu'en France, 43. On définissait il y a quelques dizaines d'années le domaine de la femme comme celui des 3 K pour Kinder, Küche, Kirche, autrement dit les enfants, la cuisine et l'église. C'était la vision traditionnelle de la femme allemande. Il est bien évident que la conception qu'a un pays du rôle et de la place de la femme va influer sur le comportement économique des femmes. Traitant du masculin et du féminin, un autre point doit être brièvement abordé tant il est aujourd'hui souvent évoqué dans les débats publics, c'est la notion de genre. Des auteurs, en particulier des auteurs américains relevant du champ des gender studies, opposent le sexe qui serait une donnée biologique au genre qui serait une construction sociale et donc un déterminant de notre comportement en société. En 1949, Simone de Beauvoir écrivait déjà dans son ouvrage Le deuxième sexe, « On ne naît pas femme, on le devient ». Aujourd'hui l'auteur américain Judith Butler, 2006, considéré comme une des voix les plus emblématiques de ce courant des gender studies, va bien plus loin. Son ouvrage iconique Trouble dans le genre élabore la fiction d'une invention quotidienne et réitérée de la différence. Cela a amené les auteurs traitant de l'entrepreneuriat féminin à parler d'un entrepreneuriat GENRE accent aigu, en faisant ressortir que les femmes entreprennent dans des domaines différents des hommes, plus dans le commerce, les services, le care, le soin, l'éducation et moins dans l'industrie. Ils ont également relevé plus récemment leur très faible présence dans la tech, dans le monde du digital, du numérique. Elles ont des entreprises de plus petite taille, avec moins d'employés et des investissements plus limités. Elles recourent moins au financement bancaire, au capital risque, etc., etc. Sur ce thème de la place des femmes dans la société, on peut consulter plusieurs sources intéressantes. La Banque africaine de développement publie un indice de l'égalité du genre en Afrique. Et la Banque mondiale un indice du droit des femmes dans le monde. La Banque mondiale a réalisé une étude sur 189 pays montrant que plus de 150 d'entre eux ont dans leur constitution ou leur loi fondamentale des dispositifs qui instaurent une discrimination contre les femmes. Droits de succession inégaux, nécessité d'avoir une autorisation masculine pour voyager, restriction au travail des femmes. Avec un indice Banque mondiale allant de 0 pour le pire à 100 pour le meilleur, seuls 6 pays européens obtiennent avec 100 le rang ultime. Il s'agit des pays de l'Europe du Nord, Belgique, Danemark, Luxembourg, Suède et Lettonie, un pays balte et de la France. Et les pays les plus mal classés sont les pays du Proche et du Moyen-Orient, Arabie Saoudite 25, Émirats Arabes Unis 29, Iran 31, Qatar 32. Et même dans un pays comme la France ayant un score de 100, la situation des femmes laisse encore tellement à désirer que le gouvernement a dû récemment imposer de nouvelles contraintes aux entreprises, avec la création d'un index d'égalité professionnelle, pour passer d'une égalité théorique à une égalité véritablement réelle. Il est bien évident que le fait de pouvoir circuler librement dans l'espace public, conduire, ouvrir un compte bancaire ou créer une entreprise sans l'autorisation du mari facilite le comportement entrepreneurial. Deuxième point, la notion de performance.
On présente classiquement les femmes comme moins performantes économiquement que les hommes. Des études récentes viennent mettre à mal cette idée pourtant largement répandue. Le Boston Consulting Group a publié en juin 2018 une étude d'où il ressort que si les femmes ont plus de difficultés à trouver des investisseurs et lèvent également moins d'argent que leurs homologues masculins, leurs startups sont plus rentables que celles des hommes. Celles fondées ou cofondées par des femmes rapportent 78 centimes par dollar investi, contre seulement 31 centimes pour les entreprises lancées par des hommes. Autrement dit, il faut mieux investir dans une start-up fondée par une femme que dans une start-up fondée par un homme. Un autre travail intéressant qu'on peut citer à ce propos est celui de Tiffen Lebègue, 2015, qui s'est intéressé à la notion de réussite de carrière entrepreneuriale. Lorsque les femmes portent un regard sur leur carrière en tant qu'entrepreneurs, elles ont un regard différent de celui des hommes sur la notion de réussite. Au-delà des résultats strictement économiques, les dimensions de la réussite valorisées par les créatrices sont, d'un point de vue personnel, un équilibre vie professionnelle-vie privée, la reconnaissance de l'entourage, le développement de soi-même et de ses compétences, dégager un revenu suffisant pour l'entrepreneur, développer une croissance responsable. D'un point de vue sociétal, apporter du bien-être aux clients, travailler sur le sens de sa profession, insuffler aux autres l'esprit d'entreprise, participer au développement économique des femmes, créer des stratégies de collaboration. On voit donc que les créatrices ne limitent pas l'appréciation de leur performance et de leur réussite aux seuls critères financiers, mais en ont une vision beaucoup plus large. Tiffen Lebègue parle d'une logique socio-émancipatrice. À titre personnel, je parlerai d'une démarche économico-existentielle. On trouvera également d'intéressants développements sur la notion de performance au féminin dans les recherches d'Amina Rouatbi, 2018. Il faut donc bien se garder de juger les créateurs et les créatrices avec le même regard. L'article iconique d'Hélène Hall en 2006 nous incitait déjà à cesser de considérer l'entrepreneuriat féminin comme un sous-produit de l'entrepreneuriat masculin et à avoir de nouvelles approches pour étudier l'entrepreneuriat féminin. Enfin, troisième et dernier point, la notion d'accompagnement. L'accompagnement entrepreneurial a fait couler beaucoup d'encre, en particulier dans les milieux académiques. Les colloques, communications et autres articles sur ce thème ne se comptent plus. Dans l'accompagnement, on peut distinguer 3 phases. La phase pré-création, classiquement appelée sensibilisation. L'accompagnement à la création proprement dit. Et enfin la phase post-création, lorsque l'entreprise a été créée, mais est encore dans une phase d'extrême fragilité. Or, on peut reprocher aux dispositifs d'accompagnement de concentrer leurs efforts sur la phase 2 et de moins s'intéresser aux phases pré- et post-création. Tout d'abord la sensibilisation. La mise en avant des rôles modèles de femmes entrepreneurs constitue un levier puissant. Il faut montrer aux femmes qu'elles peuvent entreprendre dans tous les domaines et développer des entreprises de taille significative. Or, aujourd'hui encore, quand une femme se trouve à la tête d'une entreprise importante, c'est plus souvent suite à un contexte familial, fille succédant à son père, épouse prenant la suite d'un mari décédé, etc., que suite à une création. Cette sensibilisation doit d'abord être normative. Il faut faire évoluer la norme sociale préexistante par la valorisation et la médiatisation de rôles modèles. Il faut lever les freins psychologiques des femmes en montrant des exemples de créatrices qui se sont lancées et ont réussi, et en particulier dans des secteurs considérés traditionnellement comme masculins, industrie high-tech. La sensibilisation doit ensuite être formative, fondée comme son nom l'indique sur une formation diplômante ou non. Il faut rendre l'entrepreneuriat plus visible dans les parcours éducatifs. Quant à la formation, elle doit être plus pragmatique qu'uniquement théorique. À ce propos, on ne peut que se désoler du peu d'échos recueillis dans les milieux traitant d'entrepreneuriat, et en particulier dans les milieux académiques, par les travaux de Reg Revent, 1998, sur l'action learning. Enfin, la sensibilisation doit être informative, avec la diffusion d'informations plus abondantes liées à l'entrepreneuriat des femmes. Deuxième phase, l'accompagnement à la création proprement dit. Là, la question qui se pose est de savoir s'il faut proposer un accompagnement strictement féminin ou quelque chose de plus ouvert, de plus mixte. La plupart des entrepreneurs dans leur vie professionnelle seront en contact avec des femmes, mais aussi avec des hommes,
peut-être pas comme client, mais comme fournisseur ou lors de contact avec les administrations, les pouvoirs publics. Les spécialistes de la problématique rejettent pour la plupart une conception trop fémino-féministe de l'accompagnement, qui risquerait de constituer un enfermement. Juliane Santoni, 2018, une spécialiste de la question qui y a consacré sa thèse, conseille de prendre en compte la dimension genrée de l'entrepreneuriat tout en maintenant un accompagnement mixte. Il faut dire que cet auteur parle dans le contexte culturel français, où la mixité est généralisée. Enfin, dernière phase, l'accompagnement post-création. Il est non seulement négligé, mais le plus souvent totalement inexistant. Or, une jeune entreprise est une structure fragile qui a besoin d'être épaulée. Toute mère sait que son travail de maman n'est pas terminé dès la naissance de son enfant. Quelques mesures juridiques ont été prises pour faciliter la vie des premiers mois. Je pense au régime de l'auto-entrepreneur en France, appelé aujourd'hui micro-entrepreneur. L'OHADA s'en est inspiré en créant, le statut d'entreprenant. Ces quelques mesures, si intéressantes soient-elles, sont probablement très insuffisantes pour améliorer significativement la pérennité et le développement des entreprises créées. Il faut dire aussi que de nombreux organismes d'aide à la création d'entreprises mesurent encore leur efficacité en comptabilisant uniquement le nombre d'entreprises créées, et se préoccupent fort peu, voire pas du tout, de leur devenir. Bibliographie. Alash, 2006. Why Research on Women Entrepreneur Needs New Direction, Entrepreneurship Theory and Practice, vol 30 numéro 5, 595 à 621. Bollinger D., Hofstede G., 1987, Les différences culturelles dans le management, les éditions d'organisation. Butler J. 2006, Troubles dans le genre, édition La Découverte. Calves A. Marcou R. 2007, Les processus d'individualisation à l'africaine, Revue Sociologie et Société, vol 39 numéro 2, automne 5 à 18. Haïdara H. 2015, Les micro-entreprises en Afrique de l'Ouest ou le développement par la petite porte, édition L'Harmattan. Hernandez Monsieur, 1996, L'entrepreneur informel en Afrique et la légalité, Revue Humanisme et Entreprise, N°218, août 37 à 53. Huette J. Monsieur 2017, Le digital en Afrique. Les 5 sauts numériques, Editions Michel Lafon. Institut Montaigne, Europe-Afrique, partenaire particulier, rapport juin 2019. Lebec T. 2015, La réussite de carrière entrepreneuriale, Revue de l'entrepreneuriat, vol 14 numéro 1, 93 à 127. Maria, 1997, L'Afrique des individus, Editions Cartala. Maria, 2007, Communauté, individualisme, communautarisme. Hypothèses anthropologiques sur quelques paradoxes africains, Revue Sociologie et Société, vol 39 numéro 2, automne 173 à 198. Metling B. 2019, Booming Africa. Le temps de l'Afrique digitale, Editions Débat public. Pettigrew, 1987, Context and Action in the Transformation of the Firm, Journal of Management Studies, vol 24 numéro 6, 649 à 670. Revent R. 1998, ABC of Action Learning, Lemos and Crane. Rouet Bia 2018, Entrepreneuriat féminin et performance. Essai de comparaison France-Tunisie, thèse Université Reims-Champagne-Ardennes. Santoni J. 2018, Quel processus pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs, Revue Entreprendre et Innover, numéro 36, 29 à 40. Soto de H. 1994, L'autre sentier. La révolution informelle dans le tiers-monde, Editions La Découverte. Soto de H. 2002, Le mystère du capital, Editions Flammarion. Zawal H. 2007, Le management situé. Une introduction à la pensée managériale post-globale, Revue Gestion 2000, vol 24 numéro 1, 165 à 19. L'entrepreneuriat féminin mauritanien en période Covid-19, quelques aperçus des tendances. Néné Oumoudé EFF Akain, enseignante-chercheuse Université de Nouakchott Al Asriya, Nouakchott, Mauritanie. Nénékain2002@yahoo.fr. Résumé. Le présent article se propose de dresser une étude impartiale et analyse un large éventail de problématiques cruciales entravant le développement social et économique de la sous-région.
Il identifie l'autonomisation économique des femmes via l'entrepreneuriat, dans un contexte de vulnérabilité comme un problème majeur de développement et de l'égalité des droits. Des politiques sociales adéquates, ainsi que les risques pesant sur l'atteinte des ODD sont également abordés. Pour cette proposition, la première en son genre depuis le début de la pandémie en Mauritanie. L'analyse intègre le contexte de la pandémie de Covid-19, lequel pourrait impacter négativement la trajectoire des ODD et compromettre les acquis obtenus durant ces dernières années, en particulier en matière d'entrepreneuriat féminin. Mots-clés, entrepreneuriat, genre, autonomisation économique des femmes, Covid-19, pauvreté, ODD. La femme mauritanienne vit dans un environnement socioculturel dont les valeurs et les règles sont fortement orientées par le système patriarcal. Le sexe, l'âge, le lieu de résidence figurent parmi les facteurs de vulnérabilité les plus récurrents dans différents contextes et en particulier en situation de crise sanitaire. Les inégalités sociales persistantes affectent la volonté politique visant à promouvoir l'autonomisation des femmes et les principes d'égalité et d'équité entre les sexes, promus par l'arsenal juridique national et international. Ces inégalités sont nourries par des valeurs et des normes sociales liées à la diversité socioculturelle. Il faut dire que le patriarcat a été désigné comme étant une forme d'organisation sociale et juridique, fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Ainsi, selon quelques auteurs Stone, du XIXe siècle, le patriarcat aurait historiquement succédé à une période de domination des femmes, désignée sous le terme de matriarcat. Cette situation semble favoriser des rapports inégaux entre hommes et femmes qui tiennent leur origine du système social basé sur le patriarcat. Naturellement, la vulnérabilité des femmes prend ses racines dans ces relations inégales de pouvoir qui de tout temps ont existé entre les hommes et les femmes, et dans la discrimination générale que subissent les femmes au niveau tant public que privé. Les disparités patriarcales de pouvoir, les normes culturelles discriminatoires et les inégalités économiques ne reconnaissent malheureusement pas aux femmes leurs droits fondamentaux et perpétuent la dépendance des femmes à l'égard des hommes. Cependant, un constat qui semble se généraliser ces dernières décennies est l'arrivée massive des femmes dans le secteur marchand. Autrefois cantonnées dans la sphère domestique, elles accèdent désormais à la sphère économique traditionnellement dominée par les hommes. Comment s'est opéré ce changement ? L'un des défis majeurs en Mauritanie, à l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, est la montée de la pauvreté féminine et du sous-emploi. La croissance économique au cours de cette dernière décennie ne s'est pas traduite par la création massive d'emplois productifs et décents. Sans protection contre le chômage, la majorité des femmes s'est tournée vers l'économie informelle faute d'alternatives viables. Il faut noter que l'Afrique subsaharienne affiche le taux d'entrepreneuriat selon la Banque mondiale, 2020, le plus élevé au monde. Près de 42% de la population active, hors secteur agricole, sont des travailleurs indépendants non volontaires. Cependant, à l'aube du troisième millénaire et au moment où la pandémie frappe durement les femmes entrepreneurs, le confinement menace et les violences basées sur le genre continuent à nuire les capacités d'autonomisation économique des femmes. L'entrepreneuriat féminin représente plus que jamais un défi de taille pour les pays en développement qui doivent compter sur toutes leurs forces vives pour renforcer leur autonomisation, dans le cadre de la mondialisation des marchés. Or, selon les estimations, le taux de participation des femmes à la population active en Afrique subsaharienne reste très faible et n'a pas cessé de régresser pour se situer à 29,4% en 2020 contre 27% en 2010, GEM 2020. Ainsi, la pandémie du coronavirus, Covid-19, installe dans son sillage une crise à la fois sanitaire, économique, sociale et humanitaire sans précédent. La pandémie de Covid-19 est en train d'inverser les progrès durement réalisés vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Elle menace les moyens de subsistance des femmes mais aussi augmente voire exacerbe les violences à l'égard des femmes donc leur autonomisation. La pandémie de Covid-19 et l'impact de la crise sur les conditions socio-économiques des ménages les plus pauvres est venue exacerber la vulnérabilité des groupes marginalisés et souffrant déjà de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les risques de violation des droits humains ont augmenté avec la crise de Covid-19. Ainsi,
La crise de Covid-19 pose avec acuité la nécessité de repenser à la politique sociale mais aussi économique de la sous-région qui n'est pas suffisamment diversifiée pour amortir les chocs externes et atténuer la vulnérabilité de certains secteurs ni suffisamment complexes pour plus de produits hautement sophistiqués et de création de valeur ajoutée. Il va sans dire que cette situation arrive au moment où la région commence à enregistrer des améliorations économiques et sociales. De plus, les observations permettent de constater que les femmes sont surreprésentées dans l'économie informelle, et la détresse financière ou le besoin de concilier travail et obligations familiales les amène souvent à rechercher des débouchés dans le secteur de refuge, rappelant ainsi les modèles de survie. Il faut dire que la contribution à la pratique entrepreneuriale des femmes dans la réduction de la pauvreté et à la prospérité partagée est hélas entravée, car la majorité des femmes entrepreneurs peinent à développer leur pratique entrepreneuriale au-delà des activités de subsistance à petite échelle. Notamment celles qui s'activent dans l'économie informelle. Ainsi qu'elles soient issues des zones urbaines ou rurales. Les observations menées ici et là permettent d'observer qu'elles ont été lourdement affectées par la crise du coronavirus. Rapport des partenaires techniques et financiers et rapport d'évaluation à mi-parcours sur le Covid-19. L'Union européenne, UE, définit les entrepreneurs comme des personnes ayant un âge supérieur à 15 ans et plus qui travaillent dans leur propre entreprise, exploitation agricole ou cabinet professionnel en vue de réaliser un profit, et qui consacrent du temps à l'exploitation d'une entreprise ou qui sont en train de créer une entreprise. Ces entrepreneurs considèrent la gestion de leur entreprise comme constituant leur activité principale. On ne le dira pas assez, les femmes entrepreneurs mauritaniennes sont durement touchées par la crise du coronavirus. Observation et bilan annuel du MASEF. Les observations ici et là mettent en évidence les effets disproportionnés des mesures d'atténuation de la Covid-19. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment, environ 60% des petites entreprises dirigées par des femmes ont perdu leur source de revenus, en pourcentage, soit 10 fois plus que celui observé dans les entreprises dirigées par leurs homologues hommes. Selon des travaux de recherche conduits récemment par la Banque mondiale, le risque de cessation d'activité des pratiques entrepreneuriales féminines est supérieur d'environ 15 points de pourcentage à celui des entreprises détenues par des hommes. L'analyse de la structure des ménages révèle l'existence significative des ménages dirigés par des femmes, quand bien même cette proportion serait en hausse depuis des décennies. La féminisation croissante des taux de chefs de ménage, observée depuis les années 1960 en Afrique subsaharienne, constituerait de nouveaux types de ménages dont l'émergence traduirait le glissement des structures familiales actuelles vers un autre modèle d'organisation familiale et sociale infériorisant. Entre 2004 et 2008, le pourcentage des femmes chefs de ménage est passé de 19% à 31%, presque une famille sur 3 est à la charge d'une femme. Ces femmes se retrouvent chefs de famille de fait, Néné Kane 2017. L'autonomisation économique des femmes est la condition sine qua non d'une égalité effective entre les sexes. C'est aussi un jalon incontournable pour éradiquer la pauvreté et assurer une croissance économique inclusive. La pandémie de la Covid-19, au-delà du défi sanitaire de la plus haute importance qu'elle pose, amoindrit au fil des jours la sécurité économique des femmes et alourdit le fardeau du travail domestique non rémunéré et menace d'entraîner un retour en arrière. La maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19, acronyme anglais de Coronavirus Infectious Disease 2019, est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale causée par la souche de coronavirus SARS-CoV-2. Le premier cas de Covid-19 est apparu en Mauritanie en début du mois de mars 2020, le 13 mars 2020 précisément, et le nombre de cas est resté faible jusqu'au 12 mai 2020, date à laquelle une forte augmentation des cas a été enregistrée. Ainsi, au 9 septembre 2020, 7202 cas positifs confirmés avaient été documentés, dont 6726 guérisons et 161 décès. Ces mesures sont accompagnées par un fonds de riposte Covid-19 de 25 milliards d'ouguiyas, mis en place pour lutter contre les effets de la Covid-19, dont une partie consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence et une autre pour le soutien aux entreprises. Par la suite, la plupart de ces mesures restrictives ont été levées début juillet 2020, tandis que les frontières restent fermées jusqu'à aujourd'hui.
Il faut dire que la pandémie de la Covid-19 est survenue au moment où la Mauritanie enregistrait des engagements économiques et sociaux dans différents secteurs tels que la santé, l'éducation et la formation, l'accès aux services sociaux de base, Nenekane, 2017. Ces facteurs entraînent de fait la réduction des mouvements des personnes et aussi des biens et services, avec pour conséquence un coût sérieux porté à l'économie mondiale, dont divers secteurs sont ainsi touchés. De ce fait, pour faire face à la situation, le gouvernement a procédé à une succession de mesures au fur et à mesure de la progression de la pandémie, dont la suspension de toute activité éducative, l'institution un couvre-feu quotidien de 16h à 6h, puis de 18h à 6h pour se stabiliser de minuit à 6h du matin, la fermeture de certains lieux de rassemblement, notamment les lieux de fête, des fermetures de frontières ont été ordonnées peu de temps après la survenue du premier cas, la réduction voire arrêt des activités économiques, les déplacements entre les différentes régions du pays. Malheureusement, ces mesures combinées ont eu un impact négatif sur l'autonomisation économique des femmes, si bien que de nombreuses femmes entrepreneurs ont perdu leur liberté économique pendant la crise. Cette situation a touché et désavantagé les femmes dans leurs pratiques entrepreneuriales. Ainsi, la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus pourrait se chiffrer sur des millions ouguiyas en 2020 et 2021. Malheureusement, nous ne détenons pas ici les statistiques réelles. Aussi, selon l'âge et la situation socio-démographique, les effets néfastes de la pandémie à coronavirus pourraient plus impacter les femmes entrepreneurs exerçant dans le secteur informel que celles qui sont dans le secteur formel. En effet, un grand nombre de secteurs de l'économie informelle directement affectés par les restrictions, commerce à même le sol, restaurants, ateliers de couture, teinture, ont une main-d'œuvre féminine très élevée. De plus, les femmes représentent un fort pourcentage de l'économie parallèle sur les marchés et l'agriculture du monde entier. Dans les pays en voie de développement, beaucoup d'emplois des secteurs informels sont occupés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.